Alors maintenant, on va accueillir deux auditeurs de la dernière promo de la formation Melsion. Alors, pour ceux qui ne le savent pas encore, nous organisons depuis 4 ans, 5 ans, 4 ans et demi, d'une formation pour les gens qui veulent accompagner les entrepreneurs. Donc là, on est en train de recruter la 9e promo. Et donc, deux des auditeurs de la 8e promo, de celle qui vient de sortir, nous ont proposé de faire un petit travail de restitution, un petit travail sur un des sujets qu'on a abordé pendant la formation. Donc, je vous propose de voir ça. C'est émouvant, c'est un peu comme une fête de l'école. Voilà, alors donc on va vous présenter le rapport de stage, en fait sous forme des 2 heures d'une vidéo d'Elie Goldratt. Elie Goldratt dont nous avons entendu parler pendant 6 mois, donc vous pourrez écouter pendant un quart d'heure. Voilà, et donc nous avons décidé avec Yann de vous présenter tout le mécanisme de la pensée de Goldratt au ralenti, sur un interview qui s'est déroulé au début de la crise des subprimes en 2009. Lourde tâche de parler à 18h après la qualité des interventions qu'on a eues aujourd'hui. On va tâcher de faire court, il fait chaud. Pour reprendre la théorie des contraintes selon notre perception et en allant un petit peu plus loin dans Goldratt et ce qu'il a dit, il a dit, si on devait résumer en un mot, la théorie des contraintes, c'est en anglais focus. Et c'est pas seulement la traduction en français de la concentration, mais c'est se focaliser sur un point précis, qui est le goulet d'étranglement. La deuxième chose qu'il a dit, c'est s'il y avait un message dans tous mes livres qui devait être compris, c'est qu'il faut utiliser le modèle de cause à effet contre des modèles plus simplistes qui sont l'extrapolation. Et la dernière hypothèse forte de sa théorie, c'est de dire que, in fine, le goulet qui sera définitif sera les ventes aux consommateurs. Vous ne pourrez jamais excéder en termes d'unité, les pièces qui vont être achetées. Et avant de voir l'exemple, avant d'analyser l'exemple que nous vous proposons, vous verrez, comme sur cette diapositive, vous verrez donc des copies d'écran, des vidéos qui sont sur le site Melsion, Chassagne et compagnie. 400 vidéos, Jean-Christophe ? Au moins. Voilà. Donc, il était difficile de ne pas illustrer et de ne pas rappeler tout ce trésor culturel qui est accessible à tous. Donc, reprenons le cas qui nous concerne. Donc, c'est une intervention d'Elie Goldratt de 2009. 2009, on est en sortie de la crise des subprimes et il raconte une histoire d'un de ses clients qui est venu le voir en janvier 2009. C'est le CODIR, donc le comité de direction d'un fabricant de semi-conducteurs japonais, qui vient le voir dans le cadre de ses travaux, préparer de son travaux de consulting, et donc préparer l'année prochaine, quelles vont être les prochaines décisions stratégiques, l'implémentation des stratégies. Et au fait, ce CODIR arrive et ils n'ont qu'une seule question sur laquelle ils aimeraient travailler. Et cette question est: combien de personnes faut-il licencier? Donc, on oublie tout ce qu'on a appris. La question n'est pas faut-il licencier, mais la question est combien de personnes. Et pour la petite histoire, la petite parenthèse, pour une société japonaise, licencier des employés, c'est la dernière mesure pour sauver la boîte. Donc, c'est jamais même discuté, envisagé, si ce n'est pas critique. Et là, on a dépassé le stade critique, c'est combien est-ce qu'on doit licencier. Donc, pourquoi ils en sont arrivés là? Donc, on est en janvier 2009. En novembre 2008, les ventes ont baissé. Et au mois de décembre 2008, leurs ventes ont chuté de 50%.
Donc ça, c'est l'état dans lequel ils arrivent auprès de Goldratt. Ils ne savent pas si ça va continuer à baisser, ils ne savent pas si ça va se stabiliser ou si les ventes vont repartir à la hausse. Et le deuxième facteur, tout le monde, donc on parle de la crise financière des subprimes, qui est une crise financière, mais tout le monde parle de récession mondiale. Donc, état de crise important. C'est une véritable catastrophe. C'est quelque chose dont on se souvient, en fait. C'est un véritable mouvement de panique, et le CODIR doit s'expliquer vis-à-vis des actionnaires. Le CODIR doit trouver des solutions sans visibilité, et c'est pour ça qu'ils viennent trouver Elie Goldratt. À leur place, qu'auriez-vous décidé? Est-ce que vous auriez licencié 35% des effectifs, 15% des effectifs, 5% des effectifs, ou éventuellement une autre solution? On peut faire un vote à main levée, c'est pas le sujet. Qui est-ce qui aurait décidé de licencier dans un tel contexte? Bouh! Monsieur là-bas au polo bleu. Hein. Merci. Et encore la référence à une autre vidéo sur l'espace YouTube Melsion. Pensez de façon probabiliste qui est connectée à la notion de signe noir. Pour en revenir à Goldratt, comment est-ce qu'on fait pour avoir une lecture fiable des événements? Il faut qu'on oublie tous les biais cognitifs et qu'on retourne sur des méthodes scientifiques qui sont dans ce cas-là le modèle de cause à effet et avoir du bon sens, tout simplement. Et pour ça, il emprunte un exemple de Nassim Taleb, qui est un autre pilier de Melsion, et pour illustrer la différence entre une extrapolation et un modèle de cause à effet. Donc l'exemple est le suivant. Une dinde se réveille le matin, quelqu'un vient lui donner à manger, elle est contente. Le deuxième jour, la dinde se réveille, quelqu'un vient lui donner à manger, elle est contente. Le cinquième jour, la dinde se réveille, quelqu'un vient lui donner à manger, elle est contente. Le 50e jour, la dinde se réveille, quelqu'un vient lui donner à manger, elle est contente. Et vient le 100e jour, la dinde se réveille, on lui coupe la tête. Grande stupeur. La dinde qu'on a nourrie pendant 100 jours a maintenant la tête coupée. Et si on prend un modèle de cause à effet, c'est Thanksgiving. Pourquoi est-ce qu'on a nourri la dinde pendant 100 jours? Donc s'extraire de ce modèle d'extrapolation en essayant, en se disant elle a été nourrie, c'est normal qu'elle continue à être nourrie. Non, c'est cause à effet, elle a été nourrie pour une raison. C'est Thanksgiving. Cette société fabrique des composants électroniques. À qui les vend-elle? Évidemment, elle les vend à des fabricants d'électronique qui vont eux-mêmes les vendre aux détaillants, qui vont eux-mêmes les vendre aux consommateurs. Voilà la réalité. Donc là, on va rentrer dans le prisme, on va analyser la situation. Donc c'est l'exercice qu'on va effectuer, on va essayer d'effectuer maintenant. C'est ce qu'a fait Elie Goldratt. Et là, sachant que toutes les unités, on revient à l'hypothèse de Barre, toutes les unités vendues doivent être produites. Tout simplement. Donc qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis en 2008? En décembre 2008, il y a deux phénomènes à observer. Le premier, c'est que les ventes au détail ont chuté de 3%. OK. Et le deuxième, c'est que les détaillants ont donné des rabais inimaginables qui ne se sont jamais produits auparavant, entre 25 et 30%. Donc c'est deux éléments qui sont importants pour comprendre pourquoi est-ce qu'on en arrive à moins 50%. Mais qu'en est-il des ventes à l'unité? Parce que les moins 3%, c'est moins 3% en valeur. Or, qu'en est-il en volume? Parce que les détaillants américains ont soldé de 20 à 30%, et donc ont nécessairement augmenté la vente en volume. Donc, quelle était la baisse en termes de quantité? La quantité a augmenté finalement de 20%. Donc, ils ont vendu 20% de quantité en plus. Oui, et c'est ce prisme qui est troublant. Parce qu'en fait, les médias ont annoncé la baisse des ventes
en termes de chiffre d'affaires, alors qu'en volume, les ventes ont augmenté. Donc, résumons les éléments qu'on a jusqu'à maintenant, hein. Donc, la société a vu ses ventes chuter de 50%, c'est inscrit dans les livres, c'est un fait. La consommation, elle, à l'autre extrémité de la chaîne, elle a baissé que de 3%. Et il y a deux autres éléments qui occupent les médias pendant cette période. C'est tous les détaillants qui mettent la clé sous la porte, donc qui nourrissent cette idée de récession mondiale. Et l'autre élément qu'on parle moins, mais qui figure toujours dans les journaux, c'est que Walmart, les ventes de Walmart ont progressé de 2% sur la période. Et pour un petit point de référence, Walmart, c'est le plus grand détaillant américain. À l'époque, c'était à peu près 400 milliards de chiffre d'affaires. Donc, visiblement, l'économie ne tient pas si mal que ça. Donc, pourquoi les ventes de ces sociétés ont chuté de 50% ? Et pour la petite histoire, on a pris beaucoup de raccourcis parce que le temps ne nous permet pas d'expliquer tout. Mais pourquoi on se retrouve aux États-Unis ? Pour une société japonaise, c'est que la société japonaise exporte beaucoup aux États-Unis, premièrement. Et deuxièmement, Goldratt a décidé de se focaliser sur ce marché-là, pour lui qui est représentatif de l'état de l'économie en général, parce que c'est la source de la crise. Donc si les États-Unis, en période de crise et subprime aux États-Unis, vont bien ou mal, ça donne le baromètre ailleurs. Alors pourquoi les ventes ont-elles chuté de 50%? Eh bien, la communication médiatique qui hurle à la récession a fait peur aux détaillants qui ont soldé le matériel et qui n'ont eu qu'une idée, purger les stocks, vider leurs stocks et ne pas commander. Donc le seul moyen pour les détaillants de se protéger d'une crise, c'est qu'ils ne veulent surtout pas se retrouver avec un stock obsolète à la reprise. Donc ils liquident. Et ils diminuent leur inventaire, effectivement les rabais, et ils ne rachètent plus, ils ne recomplètent plus leur stock. Donc pour une baisse de la consommation de 3%, qu'a fait le détaillant, sachant qu'une récession arrive, il a passé moins 30% de commandes. Et le fabricant, lui, qui reçoit moins de 30% de commandes, il va vider ses stocks et également ne pas recommander, d'où les moins 50%. Et pour la petite histoire, Goldratt a demandé au comité de direction, et dans votre cas, qu'avez-vous fait? Est-ce que vous avez réduit également vos volumes de commandes? Et ils se sont renseignés, ils ont répondu oui, de 85%. Donc on a effectivement cet effet de stock. Donc si on continue le développement, maintenant on a compris pourquoi est-ce qu'on a fait moins 50%. La prochaine question, c'est quand faut-il reprendre la production? Et pour avoir la réponse, il faut connaître la taille des stocks de chaque maillon de la chaîne. Et comment est-ce qu'on le sait? On fait une recherche rapide sur Internet et on s'aperçoit que les détaillants détenaient en 2009, ça a probablement changé depuis, c'est sûr que ça a changé, entre 3 et 4 mois de stock, et les fabricants, eux, détenaient entre 1,5 et 2 mois de stock. Donc en tout, entre le fabricant de composants et le consommateur, il y avait à peu près 6 mois de stock. Mais en réalité, pour répondre à la question « Quand faut-il reprendre la production ?», il faut avoir une idée des stocks, du niveau des stocks. Et la réponse est 2 mois, parce qu'en fait, 4 mois de stock théorique des détaillants, moins la consommation des stocks qui ont été vidés en novembre et décembre. Et pour rappel, ce système d'effet de stock ou de chaîne de valeur ne peut pas fonctionner avec des inventaires à zéro. Donc il y a automatiquement des reliquats dans les stocks. Donc à quel niveau il faut produire à nouveau? Et ça, on a toujours la même réponse, c'est au niveau de la consommation finale, cette fois future. Et comment est-ce qu'on arrive à connaître cette valeur? On peut, en janvier 2009, donc le travail de Goldratt à ce moment-là est de connecter tout son réseau pour avoir les informations le plus rapidement possible. Parce qu'on sait que les chiffres à la consommation, notamment, et d'autres chiffres économiques sortent en général 1 à 3 mois plus tard. Donc ils arrivent sur la conclusion suivante. Enfin, sur les chiffres suivants, pardon.
En étudiant en fait le marché américain, on observe 20% de moins pour les ventes de véhicules, une baisse de 30% sur le prix des logements, une baisse de 60% sur l'énergie et de 50% sur les matières premières. Mais si on fait le point et si on regarde objectivement, pourquoi est-ce qu'il y a une baisse sur les véhicules et sur les logements? Parce que le système de crédit américain en janvier 2009 est bloqué. Plus de crédit, plus d'achat de voitures, plus d'achat de logements, à moins d'avoir du cash. Par contre, le fait que l'énergie soit en baisse, que les matières premières soient en baisse, est plutôt un avantage au niveau industriel. Si on continue de creuser, on va essayer de connaître quelles sont les prévisions économiques pour 2009, sachant que ces prévisions-là, par extrapolation, vont nous donner une bonne idée de quel sera le pouvoir d'achat à terme. Et on s'aperçoit que les prévisions économiques aux États-Unis seront de 1%, en Europe de 0,5%, et que les prévisions de salaire en baisse aux États-Unis de 3% et en Europe stable, enfin 2,5%, une légère hausse. Ce qu'on peut ajouter sur ce type de fluctuation, de volatilité, est-ce qu'une entreprise peut absorber une volatilité de son chiffre d'affaires de 3%? Donc la réponse est bien évidemment, elle doit. Donc ce n'est pas un critère suffisant pour mettre en danger la société. Dans ces conditions, c'est-à-dire des ventes qui baissent de 50%, les médias qui annoncent la récession mondiale, une baisse des stocks généralisée, mais une consommation mondiale qui reste stable, nous avons la réponse sur la nécessité de licenciement. En tout cas, Goldratt l'avait à ce moment-là. Et donc, aucun licenciement n'est nécessaire, car licencier coûterait plus cher à l'entreprise, puisqu'il faudrait embaucher, former à nouveau les employés. Et l'entreprise, en plus, si elle avait licencié, n'aurait pas pu réagir rapidement par rapport à la reprise. Donc si on va plus loin maintenant, on a compris la situation, on l'a analysée, qu'est-ce qu'on en tire? On sait qu'on peut pas, qu'on ne va pas licencier parce qu'on a besoin de l'outil de production rapidement, le marché va se reprendre rapidement. Et si on va plus loin, est-ce qu'il n'y a pas des avantages à en retirer? Tout le système est secoué, les maillons de la chaîne sont fragilisés, et nos concurrents sont également en situation de crise, et pour la plupart, probablement en licencié. Donc en finalité, cette analyse, donc, qui était au départ combien de personnes faut-il licencier, se transforme. Aujourd'hui, c'est la plus grande fenêtre d'opportunité qu'on a. Et c'est le moment de réaliser un inventaire effectual. Donc là, nous sortons de la présentation d'Elie Goldratt et nous proposons des solutions qu'on aurait pu imaginer à ce moment-là. Nous pouvons aller chasser les clients de nos concurrents, puisque un des concurrents à ce moment-là a licencié 250 000 employés. Donc c'est-à-dire que nous avons la possibilité de récupérer un marché. Sachant qu'ils n'auront pas la possibilité de produire aussi vite que nous. On peut, nous, identifier nos clients les plus importants, pour qui nous sommes stratégiques, et leur demander pas des faveurs, mais de leur demander d'être un peu plus souple, par exemple sur le paiement des factures, des paiements avant les échéances, des prépaiements, etc. Ou peut-être augmenter notre capacité de crédit autant que souhaitable. Nous pouvons aussi trouver des activités complémentaires, comme des services d'expertise, des offres de formation, des services associés de confort, et augmenter la flexibilité des commandes. Et peut-être aussi partir sur des stratégies d'écosystème, comme on aime bien chez Melsion, en mutualisant des coûts, que ce soit sur les centres logistiques, sur les centres de compétences, des partages de stocks. Et on peut imaginer plein de solutions différentes. Encore une référence aux vidéos qui sont sur le site YouTube et qui présentent la notion de mafia offer. Lorsqu'on est capable de créer une offre qui ne peut pas être concurrencée,
Il nous faut aussi identifier nos fournisseurs les plus fragiles et les soutenir. Parce que si ces fournisseurs s'effondrent, on ne pourra pas redémarrer la production. Donc c'est clé. Eux sont derrière nous dans la chaîne. C'est-à-dire que les moins 3% qui sont au début du maillon, c'est transformé pour eux en moins 85. Donc ils ont besoin d'un soutien. Et plus long sera la reprise pour eux, plus éloignés ils sont du début de la chaîne. C'est aussi une forme du goulet. Donc, les références premièrement, on arrive facilement à comprendre qu'en utilisant une méthode scientifique de cause à effet, on arrive à s'extraire des modèles idiotiques, entre guillemets, qu'on a, tous les raccourcis, les biais cognitifs qu'on a en chacun de nous. Et en finalité, cette démonstration est d'une simplicité plus simple qu'il n'y a pas. Il faut juste reprendre du recul, du bon sens et regarder exactement ce qui se passe, trouver les bons indicateurs. Et Goldratt l'exprime très bien dans les deux livres qui sont cités là, Le Gaulle et Black Swan, sont les deux grandes références en relation au sujet du jour. Et pour conclure, pour ceux qui connaissent Goldratt, pour la plupart d'entre vous, lui s'est efforcé toute sa vie à dire aux gens utilisez des méthodes scientifiques, n'extrapolez pas, redescendez d'un niveau et analysez la situation froidement avec du bon sens. Et il dit une autre chose, je vous laisserai lire la citation. Pour lui, c'est facile de faire du business parce qu'on ne se bat pas avec les mêmes armes si on a ce type de réflexion. Voilà, c'est ce que nous voulions vous restituer. Merci Yann. Merci Pascal. Avez-vous des questions? Apparemment, c'est un sujet bien connu. C'est 6h30. Oui, bonjour. Merci pour cette intervention fort intéressante. En fait, ce qui sauve la boîte, c'est qu'elle avait du cash. Dans une crise en général, il n'y a pas de cash. Et les banques, ils sont réticents. C'est vrai qu'on peut solliciter des clients pour justement nous aider, mais ça reste quand même, les marges sont assez faibles. Enfin, ce qui les sauve, c'est qu'ils avaient du cash. On n'a pas l'analyse complète. Eli Goldratt ne donne pas non plus tous ses secrets. Probablement. Est-ce que c'était suffisant pour tenir les 2 mois? Je n'ai pas la réponse. Mais par contre, ce qu'on peut dire et faire, c'est de faire cet inventaire effectuel en prenant tous les éléments qui sont entre nos mains et de savoir quelle valeur on peut en retirer. Le cash, ça part très vite dans la crise. En général, il faut faire une combinaison de tous les paramètres. Réduire un peu l'effectif, chercher du cash, etc. Oui, c'est un jeu d'équilibre. Enfin, en situation de crise, c'est un jeu d'équilibre. Et réduire l'effectif, c'est seulement si ça n'entache pas la capacité de production. Bien, merci beaucoup Yann et Pascal.